Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Murders Explained. Dans l'histoire du jour, je vais vous parler d'un jeune homme qui m'a beaucoup attristé. Cette histoire est très triste. Je trouve personnellement qu'elle est touchante sur plein d'aspects. Je sais que ça va frustrer beaucoup de gens qu'elle soit irrésolue, mais je vous demande quand même de l'écouter. Il y a pas mal de sujets importants à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle j'avais envie de vous la partager. Il ne me semble pas l'avoir vu sur une autre chaîne True Crime française lorsque j'ai fait mes recherches, donc j'espère que cette histoire sera inédite pour vous. Nous parlons aujourd'hui de Stephen Clark, je vais vous laisser liker, commenter, vous abonner. N'oubliez pas de partager les vidéos si jamais vous voulez nous aider à faire développer la chaîne. Nous nous retrouvons juste après l'introduction et rentrons dans le récit de la vie de Stephen Clark. Amber, you still there? Amber, you still there? Je plante le décor de notre histoire en 1992. Nous sommes en Angleterre et comme je vous l'ai dit il y a 1 ou 2 minutes, l'histoire du jour est une des plus étranges que j'ai vues jusqu'ici. Je vous parle de Stephen Clark, un jeune homme qui avait 23 ans en 1992. Il est originaire de Colchester dans l'Essai en Angleterre. Quand il n'avait que 3 ans, il a été heurté par un camion. Malheureusement, ça l'a rendu invalide. Le 28 décembre 1992, vous allez voir que Stephen a passé une après-midi avec sa mère dans une plage, enfin rien à signaler. Pourtant, vers 15h, ils ont décidé d'utiliser les toilettes publiques et bien que sa mère se dise qu'il faille attendre Stephen, elle pensait qu'il était déjà rentré chez lui. C'est là qu'en rentrant chez elle, elle découvrit que Stephen n'était plus là. Après 30 ans de mystère, cette disparition reste inexplicable et inexpliquée, mais pourtant, les théories ont fusé. Retournons en 1969. Doris Clark, la mère de Stephen, s'apprêtait à voir sa vie changer pour toujours. Elle décida de sortir faire du shopping ce jour-là. Elle quitte la maison et elle n'a aucune idée que son fils en bas âge, Stephen, qui avait à ce moment 2 ou 3 ans maximum, avait décidé de la suivre. Malheureusement, lorsque Stephen a voulu suivre sa mère, il traverse la route et un camion le heurte. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte que toute cette scène horrible ne se déroulait que sur quelques secondes, mais ça allait impacter toute leur vie. D'ailleurs, au début, personne ne pensait que Stephen allait s'en sortir. Il a passé 1 mois dans le coma et il finit par sortir du coma. Il prouve aux médecins qu'ils avaient tort et il reste en vie. Les médecins pensaient qu'il ne remarcherait plus jamais, qu'il ne parlerait plus jamais, qu'il n'aurait plus jamais une qualité de vie décente, j'ai envie de dire, mais finalement, c'est quand même encore quelque chose qu'il a réussi à contrer. Bon, les dégâts de cet accident ont laissé quand même pas mal de séquelles à Stephen, je cite, il ne peut plus utiliser son bras gauche, il ne peut plus marcher sans boiter, mais il a réussi à marcher et à parler, et il a fait beaucoup plus que ce que tous les médecins pensaient. D'ailleurs, sa mère dira plus tard, ça a dû être très difficile pour lui. Il était si différent du petit garçon avant l'accident de ce qu'il est devenu en rentrant à la maison. On a travaillé aussi dur que possible pour l'aider à aller mieux. Malgré son handicap, Stephen Clark a été décrit comme la personne la plus heureuse, la plus engagée dans ce qu'elle faisait, notamment son travail, etc. Il excellait dans pas mal de domaines et il a même obtenu un titre. Après avoir terminé ses études, il avait un seul objectif, c'était de contribuer à l'économie de la société et il a donc cherché un petit job à la Rathbone Society, une organisation qui met en relation les personnes handicapées et les employeurs. Malheureusement, même avec cette aide vers laquelle il voulait se diriger, il a eu beaucoup de mal à trouver un travail. Mais bon, Stephen restait quand même quelqu'un d'ultra positif, il avait beaucoup d'humour et il était très proche des gens autour de lui, ses parents, Charles et Doris, mais aussi sa sœur, Victoria, qui l'a protégé de tous les regards, de tout
pendant très longtemps. Victoria se souviendra d'ailleurs plus tard qu'elle marchait devant son frère et elle faisait en sorte d'attirer l'attention sur elle pour ne pas qu'on se moque de lui parce qu'il boitait. Steven, lui, lorsqu'il ne passait pas du temps avec sa famille, il aimait beaucoup écouter de la musique, il aimait aussi jouer d'un instrument qui ressemble de très près à un trombone, bref, il avait quand même beaucoup de passion. Il était aussi un très bon nageur, on va en parler dans un instant, et il adorait l'informatique, c'était un très gros geek. Steven avait aussi récemment trouvé une nouvelle petite amie et il l'avait rencontrée dans un pub, ils ont eu plusieurs dates, c'était une nouvelle relation, mais il était très heureux de l'avoir dans sa vie et elle aussi. Tout ça pour dire que c'était un jeune homme spécial, et qu'il avait une vie pas du tout ordinaire, mais qu'il était beaucoup apprécié et surtout qu'il était comme tout le monde. Le 28 décembre 1992 était une belle journée, juste un petit peu froide, nous sommes en hiver, et cette journée était très belle pour Steven. Il devait aller regarder un match de foot avec son père, Charles. Sauf que Steven a changé d'avis au dernier moment parce qu'il a appris qu'il devait payer les billets lui-même et ça ne lui a pas plu. Donc à la place de ça, Charles est allé à un match de hockey et Steven a passé la journée avec sa mère, Doris. Ils ont décidé de marcher ensemble jusqu'à la plage de Saltburn, elle était environ 45 minutes à pied de chez eux, et après toute l'après-midi plage, donc ils nagent, etc., ils décident de passer aux toilettes avant de reprendre la route et de rentrer. Donc Steven va dans les toilettes publiques pour hommes, Doris va dans les toilettes publiques pour femmes, et quand Doris finit, elle sort et elle attend devant en attendant son fils. Elle se souvient que des personnes qui sont passées étaient principalement des hommes avec une petite fille, un homme qui venait encore une fois avec ses enfants, enfin bref, ils attendaient tous leurs enfants, donc Doris elle reste là, debout, elle se dit qu'il va quand même bientôt sortir, mais vu qu'il ne sort pas, elle commence à se dire que peut-être il est sorti avant elle et qu'il n'avait pas envie d'attendre, donc elle est rentrée. Peut-être qu'elle le retrouvera à la maison. Avant d'aller plus loin, je sais que beaucoup de gens vont se dire « Mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas rentrée dans les toilettes toquer pour voir s'il était là ?» Je rappelle qu'on est sur un jeune homme qui a vécu un très gros accident, qui est sur un handicap, et je pense que sa mère, d'après ce qu'elle a dit aussi, et son père ont toujours fait en sorte de le faire grandir comme un enfant comme les autres, et par conséquent, je pense qu'aller dans les toilettes de son fils à 23 ans, ça peut être extrêmement gênant s'il avait été à l'intérieur. Elle avait d'ailleurs dit « Il aurait été horrifié, il avait 23 ans, c'était pas un enfant. » Je pense que c'est important de s'en souvenir. En plus, il est tellement trop facile d'infantiliser les personnes handicapées, les adultes, mais lui c'était un homme adulte, il avait son autonomie, il arrivait à prendre soin de lui, il pouvait faire ses propres besoins tout seul, et ses parents l'avaient toujours traité comme l'adulte qu'il est. Donc là encore, elle ne voyait pas du tout pourquoi rentrer dans les toilettes. Mais aujourd'hui, je pense qu'elle regrette cette décision, et vous comprendrez pourquoi un petit peu plus tard. Bref, elle retourne à la maison et Steven n'est pas là. Donc à ce moment-là, elle s'inquiète. Elle attend que Charles, son mari, rentre après son match de football et ils vont rechercher leur fils ensemble. Ils sont donc allés regarder autour de la plage. Malheureusement, la marée était déjà haute, donc ils sont allés regarder dans tous les spots auxquels Steven aimait bien se rendre pour passer du temps ou peu importe, et ils n'ont rien trouvé. À partir de là, ils ont appelé la police. Lorsque sa sœur, Victoria, avait appris que Steven avait disparu, elle est rentrée chez elle très vite pour aider à la recherche. La police a fait tout ce qu'elle a pu pour essayer de le retrouver, mais malheureusement, aucun signe de lui. On a eu 2 observations non confirmées, je vais vous citer un petit peu, signalées par des personnes qui auraient vu Steven et qui le connaissaient. Ce sont des observations qui sont fiables parce que vous allez voir qu'on en a eu d'autres aussi où des personnes ne le connaissaient pas du tout et donc la parole pouvait être remise en doute. Première observation a été signalée quelques jours après sa disparition, le 30 décembre 92. Un homme a déclaré avoir vu Steven dans la ville de Redgar, non loin de l'endroit où il vivait, vers 14h, ce fameux 30 décembre. Il affirme avoir vu Steven tout seul pendant qu'il était en train de marcher direction la ville, et il faut savoir qu'à cette époque, cet homme était en pleine conversation avec un ami et que apparemment il y avait une distance de 30 mètres, donc il dit qu'il n'a pas eu l'occasion de lui dire bonjour, mais il l'a reconnu, il était sûr que c'était lui, sauf que dès lors où on l'a interrogé officiellement, il a un petit peu changé sa version. Il a dit qu'il a vu un homme qui marchait de la même manière que Steven, mais qu'il n'a pas pu voir son visage parce qu'il se tenait à 30 mètres. Donc vous voyez, c'est pour ça que quand on donne une déclaration par rapport à une information observation, je pense qu'il faut que ça soit concret et utile, parce que pour le coup, ça n'a pas vraiment aidé.
Deuxième observation, un petit peu plus tard, le 14 janvier 1993, 2 semaines après qu'il soit porté disparu. Une femme dit avoir vu Steven vers 17h ce jour-là pendant qu'elle regardait par la fenêtre. Elle affirme qu'il était avec un autre homme qui avait environ 50 ou 60 ans, de taille moyenne, cheveux gris avec des lunettes. Les deux ne semblaient pas se battre ou peu importe, et d'après ce que la dame a dit, ils se dirigeaient tous les deux vers Genside Terrace à Saltburn, et c'est Steven qui aurait suivi cet homme. Cette femme ne le connaissait pas, mais elle avait vu les informations comme quoi il avait disparu et surtout elle a reconnu sa photo parce qu'elle avait un membre de sa famille qui était au même club de bowling auquel Steven était aussi. Cette femme dit qu'elle était sûre que c'était Steven, mais la police a noté qu'entre la distance fenêtre-rue et le fait qu'elle ne le connaissait pas personnellement, ça n'a pas aidé non plus. Donc encore une fois, cette information n'a pas pu être vérifiée. Au-delà de ces deux observations, on n'a eu aucun autre témoin. Personne qui était aux toilettes publiques ce jour-là dit avoir vu quelque chose, est venu témoigner. On n'a vraiment rien eu. Donc au fil des années, l'affaire se refroidit. Et le 24 septembre 1999, La Poste reçoit un courrier. Une lettre anonyme a été envoyée et elle fait référence à Steven. Les détails dans cette lettre n'ont jamais été rendus publics, mais visiblement la lettre accusait directement Doris et Charles d'être derrière toute cette histoire, étant donné que la police est venue les interroger chez eux directement. Et ça parlait du meurtre. En fait, le couple a été arrêté pour suspicion de meurtre parce que ça faisait environ 8 ans qu'il avait disparu et tout le monde pensait qu'il était décédé. En plus de ça, derrière lui, il a pas pris son téléphone, il a pas pris ses affaires, ses papiers, il a rien pris. Par conséquent, il y a vraiment beaucoup de personnes qui se disaient qu'il avait été tué. Mais bon, c'est vrai que la police est donc allée chercher ses parents. Ils pensaient pas qu'il était encore en vie, ils pensaient pas qu'il serait parti de son plein gré. Et donc, les parents ont été accusés. Et vous allez voir, je trouve que ça rajoute encore une fois une dimension très triste, dramatique à cette histoire, parce que ses parents, qui ont toujours été là pour lui, ont été suspectés et ça a détruit leur réputation. Dans beaucoup d'affaires dont je vous parle, généralement, on se retourne tout de suite vers les proches au niveau des enquêtes. Ici, ça n'a pas été le cas et suite à cette lettre, la police s'est concentrée sur Charles et Doris qui avaient maintenant 40 ans et qu'ils étaient vraiment très suspects dans ce meurtre. Un détail que j'ai gardé jusqu'ici est que ce couple était un couple d'anciens policiers, tous les deux, et ils ont donc été interrogés sur ce qu'ils savaient. Doris a été interrogée sur sa décision de ne pas aller dans les toilettes, et c'est vrai que c'est une question qui est quand même très juste. Moi, je pense qu'elle ne voulait juste pas, l'énerver, le frustrer ou peu importe. Aujourd'hui, ça doit être une réaction qu'elle regrette, étant donné que si elle était allée juste jeter un coup d'œil, peut-être qu'on aurait eu quelque chose. Elle a aussi été interrogée sur son mari et sur la question de savoir s'il pouvait être violent ou peu importe s'il pouvait avoir déjà eu des négligences ou quelque chose dans le genre. La police a aussi été très dure avec le couple en tant que couple pour essayer de savoir où ils auraient pu cacher le corps, etc. Et ils n'ont jamais rien dit parce qu'il n'y avait rien à dire. Pour aller plus loin, la police a détruit toute leur maison, ils ont saccagé leurs cours, ils ont fouillé partout à la recherche d'indices, de preuves de quelque chose qui pourrait les lier à Steven. Ils ont tout saccagé et ils n'ont rien trouvé. Ils ont tout laissé comme ça, ils sont partis. Je sais que ça fait partie des procédures, mais je vous dis, on est sur un couple de personnes qui ont perdu leur fils, pour qui ils ont tout donné. Et on saccage tout chez eux et on laisse ça comme ça et on dit en fait on n'a rien trouvé, c'est bon, on repart. Je trouve ça mais tellement horrible. Et vous voulez entendre le pire, c'est que la personne qui a écrit cette lettre, évidemment qu'on l'a retracée et qu'on l'a cherchée, et ils ont réussi à trouver qui était derrière l'expéditeur, mais l'expéditeur de la lettre n'avait aucune preuve pour appuyer ces informations. Toutes les accusations qui ont été faites dans cette lettre, et écoutez bien, c'est pour ça que pour moi c'est très grave de faire ce genre d'accusation quand on n'a pas de preuves, étaient basées sur une pensée, un sentiment que Charles pourrait être derrière cette histoire. En gros, la personne ne sentait pas les parents et elle s'est dit que c'était les parents qui avaient organisé cette disparition. Donc vous l'avez compris, on est dans une petite ville, 2 anciens policiers ont été accusés de meurtre, les parents de Steven, et leurs maisons ont été saccagées. Eh bien, suite à l'expéditeur qui dit qu'il n'y a pas de preuves, toutes les accusations contre le couple ont été rejetées. C'est une bonne nouvelle, non? Pourtant, leur arrestation a détruit leur réputation.
En fait, ils avaient une réputation très aimés. Ils étaient beaucoup appréciés par la communauté où ils habitaient, etc. Ils étaient d'anciens policiers très réputés. Tout le monde les connaissait aussi parce que Steven a eu un énorme accident. Et en fait, d'un moment à un autre, il y a eu cette lettre anonyme. On est allé saccager chez eux. On les a accusés de meurtre. Et du coup, tout le monde a retourné sa veste. Plus personne ne les regarde. Tout le monde remet en question leur implication dans le cas de cette disparition. Alors qu'encore une fois, la police n'a rien trouvé chez eux, qu'ils ont annulé les accusations, etc. Tout ça est parti d'une lettre anonyme faite sur une pensée. Je précise. Je vous dis, cette histoire, elle m'a... Waouh! Victoria en a eu marre, la sœur, et elle est allée défendre ses parents sur un podcast qui s'appelle The Missing, et elle a partagé sa version de l'histoire. Elle a critiqué les actions de la police, qui a dit que les parents pourraient être suspects dans ça. Moi aussi, ça m'étonne beaucoup. Je sais que ça peut être possible, mais avec l'histoire que je vous ai racontée, je pense pas que ça soit le cas. Et après, encore une fois, ce n'est que mon avis. De ça, les parents ont été interrogés, et j'ai envie de dire malmenés et jugés par les voisins après ça, alors qu'ils sont en train de vieillir. C'est une épreuve qui est très dure pour eux. Tout ça parce qu'une lettre anonyme avec des choses non fondées a été faite. Je vous jure, ça m'énerve beaucoup. Elle dit que les parents sont des victimes, ce qui pour moi est le cas, et que leur fils est toujours disparu. C'est eux qui font partie des victimes, ils sont pas à être accusés. Mais si la famille n'avait rien à voir avec ça, qu'est-il arrivé à Steven? Et là on va passer un petit peu aux petites théories. Il y a une théorie principale, autre que les parents, et qu'il a peut-être essayé de rentrer chez lui à pied et qu'il est tombé de l'autre côté de la falaise de la maison. Donc en gros, vous avez compris, il y a 45 minutes de route, et je pense que c'est des chemins en hauteur étant donné qu'il y a une plage plus loin. Peut-être que vu qu'il boite, il a trébuché et malheureusement son corps n'a pas été retrouvé. Sauf que justement, c'est ça qui coince, le corps n'a pas été retrouvé, et si ça avait été cette théorie, beaucoup de professionnels disent que le corps aurait été retrouvé. Mais surtout, le truc le plus étrange de cette histoire, et je me suis fait la réflexion à la fin, on n'a pas de preuves, on n'a pas de témoins, on n'a quasiment rien, on a 2 observations, une lettre anonyme, dans les 3, il n'y a rien qui est fiable, donc c'est très étrange. Pas de preuves qui indiquent qu'il s'est enfui, qu'il s'est fait kidnapper, qu'il a commencé une nouvelle vie, on n'a pas de preuves du fait qu'il a été assassiné ou kidnappé, on ne sait pas où il est. La police pense qu'il est mort, la famille a encore espoir, et s'il est encore en vie aujourd'hui, il aurait disparu pendant 31 ans et il aurait 54 ou 55 ans. Malheureusement pour les parents, personne d'autre n'a été impliqué dans cette disparition. C'est la raison pour laquelle, dès lors où on fait des recherches sur cette histoire, on voit dans tous les gros titres que les parents sont accusés de meurtre. Les enquêteurs ont d'ailleurs émis une récompense de 10 000 livres pour des informations sur le meurtre de Steven Clark. Voilà tout le monde pour cette vidéo sur Steven Clark. Je vous avoue, c'est une histoire qui m'a beaucoup touché dans le sens où je la trouve très triste. Alors déjà, on a ce pauvre enfant qui subit un accident, tout le monde pense qu'il s'en sortira pas, il se bat, il s'en sort, il retrouve une autonomie, une vie normale, tout va bien. Et il disparaît. On n'a rien, on n'a pas de preuves, on ne sait pas s'il a été enlevé, on ne sait pas s'il a été tué, on ne sait pas s'il est parti, un accident, on ne sait toujours rien. Et pourtant cette histoire, ça fait 30 ans qu'elle est là. Je sais que beaucoup n'aiment pas les histoires irrésolues, moi je pense qu'elles sont intéressantes à partager, comme dans chaque vidéo de disparition, et ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, je vous laisse avec quelques images de Steven. Voilà tout le monde, merci à tous d'avoir écouté cette vidéo, n'oubliez pas de la partager si vous voulez aider et si l'histoire était inédite ou vous a intéressé, n'oubliez pas de liker, ça aide beaucoup et de vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. En ce qui me concerne, je vous laisse là, je vous retrouve dans 2 jours pour une nouvelle histoire horrifique, prenez bien grand soin de vous et à bientôt.